J'espère qu'à la fin de ma présentation, vous allez découvrir une nouvelle sous-spécialité de l'ORL, la cardio-ORL. Donc je vais vous faire découvrir un biosignal très particulier pour lequel j'ai un intérêt depuis 35 ans, le monoxyde d'azote, qui a des répercussions et qui a des implications ORL extrêmement importantes. Je suis interniste de base, pneumologue. Pendant mon internat en 1985 au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, j'ai eu le plaisir d'ouvrir un des premiers laboratoires de sommeil qui fonctionnait avec du papier, de l'encre et des aiguilles. C'est l'année où Colin Sullivan équipait son premier patient apnéique du sommeil d'une PPC pour, lorsqu'il le disait bien, restaurer artificiellement la respiration nasale. Et tout l'intérêt de cette présentation, c'est de voir l'intérêt de restaurer la respiration nasale de manière naturelle et physiologique. Et pour cela, il faut d'abord redéfinir ce que c'est le syndrome d'apnée du sommeil. C'est une définition de pneumologue. Je ne vais pas vous faire l'injure de la détailler, mais pour nous, dans notre groupe, elle est totalement incomplète puisqu'elle exclut les voies aériennes supérieures. Donc, comme je suis devant un parterre d'ORL, on va redéfinir le syndrome des apnées du sommeil, qui est finalement un processus très long qui vient en fin de course avant ce que vous... Oui, j'en ai deux. Ah, c'est mieux. OK, qui est un processus qui démarre très très tôt dans la vie, et vous voyez ça dans vos consultations tous les jours, par des enfants qui ont la bouche ouverte, des grosses amygdales, et qui se mettent à ronfler. Et donc, le syndrome des apnées du sommeil, qu'on doit plutôt appeler trouble respiratoire obstructif du sommeil, c'est la perte d'une respiration nasale physiologique. C'est élémentaire. Au détriment d'une respiration buccale, qui est sonore continue, c'est un ronflement, qui est sonore discontinue, partielle, c'est des hypopnées, ou des apnées. Alors, quelles conséquences? On connaît ça depuis très très longtemps. Ça a démarré avec la grande vadrouille, mais d'un point de vue plus sérieux et plus physiologique, ronfler, avoir la bouche ouverte, quelles conséquences? Eh bien, en 1985, déjà, des Finlandais avaient fait une étude épidémiologique qui disait simplement ceci: ronfler est un facteur de risque pour l'hypertension et pour l'athéromatose coronarienne. Donc, on a déjà deux choses. Une pression élevée dans les artères et une atteinte de tous les vaisseaux. À cette époque-là, il y a beaucoup de maladies cardiaques, il y en a encore maintenant, mais dans d'autres régions du corps, telles que le cerveau et les reins. Alors vous allez me dire, oui, mais en 85, on ne détectait pas les apnées du sommeil, ils avaient sans doute un pourcentage important. Les années ont passé, 40 ans ont passé, aujourd'hui, où en est-on? Nulle part. Nulle part, cette étude, remarquablement menée avec des matelas de dépistage des apnées du sommeil sur des milliers de patients, on conclut très simplement que avoir la bouche ouverte la nuit en faisant du bruit était très mauvais pour sa santé cardiaque et présentait des gros phénomènes d'hypertension. Alors justement, c'est ce que nous avons fait depuis des années, depuis près de 10 ans dans Sleep Clinic, c'est de renverser complètement la manière de réfléchir et de ne pas parler en termes de finalité, syndrome d'apnée du sommeil, mais en termes de causalité. Simplement, une bouche ouverte, ça mène à quoi au fil des années, depuis la petite enfance? Et pour comprendre cela, je vais vous reprendre des éléments de physiologie. Physiologie que j'appelle respiratoire, mais durant mon cursus universitaire, c'était de la physiologie pulmonaire qu'on distillait aux pneumologues, alors que la physiologie respiratoire doit être distillée aux pneumologues et aux ORL, bien entendu, puisque les voies aériennes ne font qu'un, les supérieures et les inférieures. Et pendant nos cursus universitaires au XXe siècle, on avait dans nos syllabis des cours qui prenaient en compte les trois gaz qui ont été découverts au XVIIIe siècle, l'azote, l'oxygène et le CO2, avec le globule rouge et l'hémoglobine transporteurs d'oxygène. Ça, c'était les concepts
du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il y a au XXIe siècle? Eh bien, on a un compartiment à 4 gaz. Et le 4e gaz, c'est ce biosignal qui doit vous intéresser au plus haut niveau, et vous allez savoir pourquoi. C'est, dans les années 80, a été découvert un facteur de dilatation des artères de l'endothélium fabriqué par l'endothélium. C'était le DRF qui a valu le prix Nobel à ces 3 découvreurs en 1998. Ça s'est appelé monoxyde d'azote, nitric oxide, quelques années après. Et actuellement, on est à peu près à plus de 160 000 publications depuis les années 80. Nonobstant ce fait, c'est que l'oxygène est transporté par le globule rouge et l'oxygène, mais se fixe également une molécule de monoxyde d'azote qui a des vertus extrêmement importantes dans notre santé globale. Alors pourquoi c'est si intéressant au niveau ORL? Les découvreurs, c'était des pharmacologues, des physiologistes pharmacologues, dont un va inventer le Viagra, Louis Signaro. Il travaillait sur l'endothélium, des préparations de vaisseaux sanguins. Donc on sait que l'endothélium fabrique du monoxyde d'azote, mais cerise sur le gâteau, au Karolinska Institute, Lundberg travaille sur des patients intubés ventilés auxquels il pompe dans le nez le gaz nasal, réinjecte dans le tube endotrachéal, et qu'est-ce qu'il constate? Une vasodilatation pulmonaire, les résistances vasculaires pulmonaires s'abaissaient. Donc, il était parvenu à démontrer que l'air, ce gaz fabriqué dans les sinus, avait des effets vasodilatateurs, donc sur les cellules musculaires lisses. On va découvrir aussi après que, ayant des effets sur les cellules musculaires lisses, il aura des effets sur les bronches, bronchodilatateurs. Alors pourquoi Homo sapiens fabrique du monoxyde d'azote à haute dose? La littérature est pauvre là-dedans. Probablement que nous sommes les seuls bipèdes exclusifs dans l'histoire du monde, et c'est peut-être grâce à ça que nous pouvons fabriquer et utiliser au mieux, dès le moment où nous sommes des respirateurs nasaux et non pas buccaux. Alors ce papier est très intéressant parce qu'il était publié durant la même année que Lundberg, mais très intéressant, et je le lis, l'auto-inhalation du héno nasal, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration par voie nasale, on emmène du monoxyde d'azote, peut améliorer la fonction pulmonaire, ça c'est Lundberg qui l'a montré, mais aussi d'autres processus physiologiques à distance. Extrêmement important, ça va jusque dans l'endothélium, des orteils, des yeux, des muscles ciliaires, des corps caverneux. Et vous voyez que la concentration est extrêmement élevée, je l'ai repris sur une dia d'un autre auteur, qui permet de dire que les sinus paranasaux, ce sont des usines à gaz. Une usine à gaz, et comme je dis toujours, c'est un gaz de combat. Et ce gaz combat en grande partie les maladies cardiovasculaires. Donc, il est clair, et la littérature est extrêmement précise là-dessus, c'est que la carence en monoxyde d'azote provoque une dysfonction endothéliale ou endotéliopathie, qui est la pathologie annonciatrice des maladies cardiovasculaires. Et je vais vous faire un petit historique de la littérature et le fruit de nos recherches. Donc ça, c'est un fait acquis. L'hypertension, ça ne tombe pas du ciel. L'AVC, ça ne tombe pas du ciel. L'insuffisance rénale, ça ne tombe pas du ciel. Et donc, ce dysfonction endothéliale, l'endothélial, donc, c'est ce tissu à l'intérieur des vaisseaux sanguins. J'en ai à peu près 100 000 km. Donc, c'est un excellent réseau qui va dans tous les coins de notre organisme, qui régule la tonicité vasculaire. Et déjà, au début des années 2000, un auteur avait constaté qu'en enregistrant la distensibilité des artères chez les enfants, c'est-à-dire en utilisant la FMD, Flow Mediated Dilatation, qui est une technologie validée pour évaluer la dysfonction endothéliale, il s'était rendu compte que les enfants qui ronflent sans apnée avaient déjà une privation, se privaient de monoxyde d'azote nasal.
Quelques années après, Albert Lee de Hong Kong confirmait que là, la pression, après avoir eu une dysfonction endothéliale, la pression artérielle montait chez les patients enregistrés en polysomnographie où on avait exclu des apnées du sommeil. Donc le ronflement simple, la respiration buccale, nous prive de l'auto-inhalation du monoxyde d'azote vasodilatateur. Et une dernière étude intéressante, avec un message très important, finalement, quand vous côtoyez un patient hypertendu, la première des choses à demander, c'est que s'il a la bouche ouverte ou s'il ronfle, mais il faut savoir que probablement son hypertension a commencé 10, 20 ou 30 ans auparavant, avec une bouche ouverte ou des amygdales qui ont été enlevées et en absence de rééducation post-opératoire. Et donc ce tracé, ici en 2022, c'est de nouveau un pharmacologiste très intéressant qui confirme que l'hypertension artérielle, dans nos cours de médecine, on nous a dit que 80-95% de l'hypertension était idiopathique essentielle, ce qui est totalement faux. En fait, l'hypertension essentielle fait la suite d'un déficit chronique en monoxyde d'azote qui commence dans les premières années de vie. Et donc, vous voyez qu'au fil des années, vous allez avoir une dysfonction endothéliale, une augmentation de la pression, avec une oxydation du cholestérol. Ce n'est pas le cholestérol qui fait l'athérome, c'est le déficit en oxyde d'azote qui va oxyder les LDL, qui vont s'accumuler, et ça va se terminer par un incident cardiaque, une athéromatose ou un AVC. Et donc, on en est là aujourd'hui, avec la causalité. Et nous, on s'est amusé à essayer de comprendre un peu mieux ça, puisque depuis 2015, tous nos patients apnéiques du sommeil sont en rééducation myofonctionnelle afin de leur permettre de retrouver une respiration nasale. On travaille avec beaucoup d'écoles de kiné, et à l'époque, sollicité par des travaux de fin d'études, j'avais fait le postulat que la respiration buccale prive l'individu normal de son monoxyde d'azote. Donc, un élève d'une école sup de kiné a fait son mémoire très simplement. Il a pris tous ses copains de cours, les copines, on les a mis de côté pour des raisons hormonales, et il les a fait respirer 5 minutes par le nez et 5 minutes par la bouche, entrecoupées de 40 minutes. Je dis 5 minutes par la bouche, avec une technique FMD, du Flow Mediated Dilatation, et il a constaté, confirmé, que 5 minutes de respiration buccale altéraient le signal d'étudiants en parfaite santé. Ce travail était supervisé, comme je ne fréquente plus les hôpitaux, moi depuis longtemps, pour diverses raisons, était supervisé par les professeurs Till Snook et Costantino Balestra. Costantino Balestra, brillant neurophysiologiste et spécialiste de physiologie sous-marine. Je lui ai dit, tiens, Tino, toi qui donnes du chocolat noir à tes plongeurs avant d'aller plonger pour réduire le stress oxydatif, pourquoi ils ont tous un embout buccal? Alors, fort perturbé par cette remarque, il est parti dans le golfe de Gênes avec une série de plongeurs. Il a bidouillé un masque facial pour qu'ils puissent respirer par le nez. Et il a fait exactement la même manip, mais sous l'eau, en les faisant respirer par le nez et en évaluant leur FMD quand ils sont sortis de l'eau. Et en fait, les données sont très claires. Il les a publiées dans une très bonne revue où il dit, voilà, la respiration nasale est impérative pour réduire le stress oxydatif lié aux radicaux libres, oxygène ou nitrogène. Et donc, on s'en trouve là avec une importance de la respiration nasale qui, en fait, vous fait découvrir en tant qu'ORL que vous êtes des cardio-ORL parce que dès le moment où vous voyez des enfants ou des jeunes adultes en consultation qui viennent vous voir pour du ronflement ou des respirations buccales, hein, on commence effectivement les troubles respiratoires obstructifs du sommeil par simplement un effort respiratoire
une respiration buccale, et puis vient ensuite ronflement, syndrome de haute résistance et apnée du sommeil. Et donc vous voyez que cette respiration buccale fait le lit des pathologies cardiovasculaires et chroniques du XXIe siècle. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 1,3 milliard de patients souffrant d'hypertension dans le monde. En France, il y a une personne sur 3, en Belgique aussi. Et pour terminer, je vous ferai part d'un cas clinique pour illustrer. C'est un homme de 58 ans qui a acheté sur Internet un dispositif pour faire du dépistage, puisque maintenant tout le monde a accès à tout. Hein, et il vient me voir affolé en disant, voilà, le petit appareil ici m'a dépisté 17 événements à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire alors qu'il n'a aucune plainte? Aucune plainte. D'après lui. Mais vous verrez que c'est un grand malade. Enfin, je lui ai fait découvrir que c'était un grand malade. Mais... non, mais les conséquences vont être terribles après. Mais bien heureuses. Donc, il a fabriqué son syndrome d'apnée du sommeil d'intensité moyenne dès la naissance. Pas d'allaitement maternel pendant longtemps, une tétine. Il a commencé à avoir sa langue qui n'a pas fait son travail d'orthopédie dentaire, donc il a eu des soins orthodontiques, il a grincé des dents. Et à la faveur de c'est un monsieur qui est un haut cadre, donc il fait des checks de santé tous les ans, tous les 2 ans. On lui fait une biologie et on tombe sur une cytolyse hépatique. On va lui dire qu'il est alcoolique, alors qu'il ne boit que de l'eau pétillante. Hein, il a une hypercholestérolémie, on ne lui va pas coller une statine parce qu'il s'en méfie, et il a une résistance à l'insuline avec une hyperglycémie. Et dans son bilan, je ne sais pas qui lui a demandé il y a quelques années de faire une échographie des carotides. Et il a une hétéromatose carotidienne. Tout ça passe muscade, on s'en fiche complètement. Ça veut dire que ce monsieur, ayant une hypertension depuis 10 ans et une athéromatose carotidienne, eh bien, il a déjà une endotéliopathie très, très avancée. Et vous allez voir jusqu'où ça peut aller. Donc, quand il était petit, pas de pollution domestique, il n'a jamais fumé, il ne boit pas, il est consultant international, hein, et fait du sport, 3-4 fois par semaine. Comment est-ce possible d'avoir ça? Comment est-ce possible d'avoir une prise de sang aussi mauvaise, hein, et d'être hypertendu? Et il prend du Coversil, 5 mg, donc depuis 10 ans. À l'examen physique, je vous passe les détails, on voit déjà qu'il a tout d'une langue mal placée, d'autant plus qu'il a un frein lingual et il a une usure dentaire qui est un signe, je dirais, archéologique de maladie ayant débuté dans l'enfance. Donc, au décours de la consultation, je lui dis, voilà, monsieur, votre syndrome d'apnée du sommeil est là, bien existant. C'est probablement lié à des phénomènes qui remontent à très longtemps. Hein, l'allaitement maternel, le frein lingual et les troubles succionnels. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que, bon, vous avez une hypertension bien contrôlée. En fait, les médicaments de l'hypertension contrôlent le chiffre, donc contrôlent la finalité, pas la causalité. Et donc, votre athéromatose carotidienne, donc votre endotéliopathie, elle n'est pas contrôlée par votre Coversil. Hein, votre résistance à l'insuline, ça, je ne vais pas détailler ça. Et on sait que quand on restaure la respiration nasale par notamment la rééducation myofonctionnelle, le cholestérol chute. Et donc vous avez aussi, vous n'êtes pas alcoolique, vous n'êtes pas du tout alcoolique. Hein, comment on veut, avec du Perrier, devient-on alcoolique? C'est difficile. Hein, donc voilà, il a une hépatite céatosique. Et donc, pour bien lui faire comprendre que il ne suffit pas de prendre des médicaments pour être bien quand on a une hypertension, mais quand on a une athéromatose carotidienne, donc ça veut dire qu'on a une dysfonction endothéliale, eh bien, ça touche tous les organes. Et quel est l'organe le plus précieux, si ce n'est le cerveau? Donc je lui ai proposé de faire une IRM du cerveau. Et à moins de 60 ans, cette IRM a découvert qu'il avait déjà une perte de substances blanches, prémonitoire d'une démence neurovasculaire. Et donc cet homme a un déficit chronique en monoxyde d'azote pour lequel nous lui avons proposé un parcours de prise en charge
qui sera détaillé demain dans l'atelier numéro 3, je pense à 9 h, où nous pourrons vous faire découvrir comment on prend les gens en charge pour leur restaurer une respiration nasale naturelle, monitorisée par le signal JAWAC, avec une précision du dixième de millimètre près. Je vous remercie et le poster aussi est à découvrir.